Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par l'association La Garde Nuit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ego, le chanteur métal option mini des podcasts. Tu co-présentes deux podcasts, Stucom avec Michidar et Draven et Season Novel avec Alex. Et c'est en ta qualité de chanteur de Seasons et en tant que fan de la saga que tu as été convié au mur. Tu n'as rien raté sur ta carrière musicale et podcastique? Salut Chao. D'abord, merci de me recevoir. Je suis vraiment très content d'être là. De rien. Écoute, non. Écoute, carrière musicale et podcastique bien résumé. Stucom avec Michidar, je pense que c'est par là qu'on s'est connus un petit peu, en tous les cas. Totalement. C'est Michidar qui nous a rapprochés, et puis on s'est croisés à Podren. Et puis, effectivement, Seasons, pour lequel je suis là ce soir, pour parler de la relation entre le Trône de Fer et Seasons. Alors, qu'est-ce que c'est que Seasons Novel? Alors, Seasons, c'est un podcast musical qui propose des épisodes de fiction accompagnés de musique symphonique. Et puis, il propose aussi des chansons métal ou rock ou même plus calmes qui sont reliés aux épisodes. On a plusieurs formats. On a une grosse série qui s'appelle The Inner Path, le chemin intérieur, donc qui est une série de fiction en anglais dont tu as pu voir quelques extraits d'ailleurs à Podren. Oui. Donc où on alterne effectivement un épisode animé sur YouTube avec une narration en anglais et puis des titres de métal. Et puis par ailleurs, on propose aussi des épisodes, je dirais, anthologiques, dans lesquels on raconte une histoire qui va tenir en un épisode, avec une chanson qui va être accolée à cet épisode. Ce qui est intéressant pour ce qui nous occupe ce soir, c'est que souvent dans les épisodes anthologiques, on aime bien rendre hommage à un auteur ou à une autrice. Et donc, on a déjà fait des épisodes qui concernent, qui rentrent dans l'univers, en tous les cas, de Stephen King, dans le Dracula de Bram Stoker, par exemple, dans l'univers de Corum de Michael Moorcock, entre autres. Mmh. Donc voilà ce qu'est Season. C'est à la fois, c'est un projet qui est transmédia, en fait, puisqu'on diffuse ça en podcast, mais c'est également diffusé sur YouTube avec des animations, en tout cas pour la série principale. Voilà, il y a de la musique, il y a de la fiction. On a aussi un petit podcast de conversation qui est pas très, très actif, qui s'appelle Seasons Loves, où on évoque, les auteurs, les créateurs, qui nous inspirent, ou les musiciens même, parfois. Et puis, quand on en a l'occasion, on monte sur scène, donc à 2 avec, Alex, pour jouer les morceaux et proposer des petits bouts de fiction. Ça donne un espèce de ciné-concert, comme tu as pu en voir à Podren. Donc on est, on est très content de ce format. Ça nous demande beaucoup de travail, mais Alex et moi, on est des passionnés d'imaginaire. C'est ce qui nous a rapprochés, en plus de la musique. On est des fans de ciné, de littérature, et forcément, il y a toujours un peu d'imaginaire dans nos créations. Donc c'est un projet qui nous porte. Donc je serais complet quand je t'aurais dit que moi, Ego, je suis chanteur, co-créateur du format, et j'écris les textes, et je m'occupe de certaines voix de certaines fictions. Et Alex, quant à lui, se charge, lui, de la composition, de la guitare, des orchestrations, de tout ce qui est plus technique. Et puis, on a Adèle, qui est notre chargée de communication, qui est également créatrice de fiction sonore. Voilà pour l'équipe au complet. Et concernant la saga du Trône de Fer, comment tu as découvert la saga, que ce soit littéraire ou la saga télévisuelle? Alors j'ai commencé par les livres, et totalement par hasard. C'est un cadeau qu'on m'a fait, voilà, j'avais reçu des copains à la maison, et on m'a dit: «Bah tiens, toi qui apprécies la fantaisie, il y a, un petit phénomène littéraire qui est en train de monter. Ça s'appelle, voilà, Le Trône de Fer». Voilà le premier. Je crois qu'on m'a offert les 2 ou 3 premiers tomes, en poche.
Et je suis tombé immédiatement dedans. Déjà parce que je lisais beaucoup à l'époque. C'était voilà, à l'époque, je vivais en région parisienne et je prenais énormément les transports en commun. Et donc, j'ai commencé à lire ça. Ça m'a immédiatement accroché. Et j'ai tout de suite été emporté par l'univers, par le style de Martin, en tout cas de la traduction. Je trouvais ça passionnant. Je trouvais que les intrigues étaient vraiment bien ficelées. Et puis, voilà, les chapitres, en fait, te portent. À la fin de chaque chapitre, tu as un espèce de petit cliffhanger, de petit suspense où tu te dis il faut que je lise la suite. J'ai entendu, je crois qu'une de tes invitées, ou alors j'ai lu ça sur Twitter, pardon, de quelqu'un en fait qui avait lu les bouquins en suivant le personnage en fait. Il suivait pas vraiment les chapitres, mais plutôt en suivant le perso à chaque fois. Mm. J'ai trouvé ça assez marrant comme mode de lecture. Moi, j'ai lu ça de manière plus traditionnelle et j'ai vraiment adoré ma lecture. Et puis, bah, quelques années plus tard, on a commencé à parler de l'adaptation en série et j'ai plongé à 2 pieds, les 2 pieds dans la série. Je suis vraiment un gros amateur de fantasy, dans tous les domaines. Alors amateur, dans le sens où j'aime la fantasy. J'ai pas une connaissance, empirique, je suis vraiment pas un spécialiste de la fantasy. Je me décris plutôt comme un dilettante même. Mais par contre, quand c'est bien fait, je deviens dingue et ça m'emporte très, très loin. Par exemple, je suis un fan de Conan le Barbare, celui de John Milius de 1982 et voilà, c'est des univers, qui me parlent énormément. Donc d'abord les livres et puis, bah, quand la série a commencé à dépasser les livres, bah, je me suis dit un peu, «À quoi bon?» J'avais un traumatisme, en fait, un petit traumatisme, hein, ça va, ça reste des livres, donc on va pas s'énerver. Mais je sais pas si tu connais, et si je pense que si, c'est Orson Scott Card. C'est au Render, ça? Ouais, voilà, la stratégie Stratégie, Ender ouais, et tout stratégie Render. ça. Et lui, il a écrit une série de bouquins qui s'appelle Les Chroniques d'Alvin le Faiseur. Et donc c'est une série qui prend place dans l'Amérique des pionniers avec du fantastique. C'est vraiment passionnant. Et en fait, on attend le dernier volet qui s'appelle Master Alvin et on l'attend depuis 2003. Ah oui. Et en fait, au moment où la série a dépassé les bouquins, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'arrête de regarder la série à laquelle j'étais vraiment accro. Et puis je me suis dit, bah voilà, je vais pas faire comme pour Orson Scott Card. Bah non, tant pis, je regarde la série, je laisse tomber les bouquins, hélas. Et l'avenir m'a pas donné trop tort, puisque à ce jour, en fait, on attend toujours la suite. Alors, George Martin dit qu'il est en train de l'écrire, que ça va arriver, et puis bon, après, de toute façon, il fait ce qu'il veut. mais, Totalement. mais c'est vrai que ça laisse des lecteurs et des lectrices frustrés. J'en ai entendu plusieurs dans ton podcast d'ailleurs. C'est vrai que ça laisse un peu les gens sur le côté et c'est toujours un peu dommage. Et c'est pareil, moi j'aime pas les séries inachevées. C'est vrai qu'avant de commencer une série, si la série est en cours, j'ai toujours un peu de mal à m'y mettre. Moi j'aime bien les choses qui sont terminées, voilà, où je suis sûr de connaître la fin. Donc ouais, forcément, je suis content d'avoir la fin du Trône de Fer. Et moi j'aime bien la fin du Trône, j'aime bien la saison 8 du Trône de Fer. Je dois pas faire partie de la majorité. Non, disons que je pense qu'il y a des points compliqués. Ouais. Une bonne partie des fans ont accroché. Mais il y a aussi plein de choses qui, dans la saison 8, sont quand même vachement très intéressantes en fait. Ouais. C'est même presque pas la fin en elle-même, c'est la façon dont ça a été géré. C'est pas, qui est plutôt, Oui, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Ouais, parce que, alors, de mon point de vue, en tous les cas, il manque quelque chose comme Ouais. 3 ou 4 épisodes
tu vois, pour expliquer les choses. Alors, je sais pas si on peut divulgacher, il me semble que oui. Oui, tu peux divulgacher que ce soit les bouquins actuels, la série et même House of the Dragons. Et après, la seule chose que tu peux pas divulgacher, c'est quelque chose que je pense pas que tu as lu, c'était les chapitres en preview du prochain tome de Martin, parce qu'il existe des chapitres en preview D'accord, qui datent ok. d'il y a longtemps, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, ils ont peut-être été complètement réécrits, mais ça, je pense qu'on peut éviter de leur en parler, mais je pense pas que tu les as lus. Non, 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 bah du coup, non, je me suis pas. J'allais dire, je me suis pas infligé ça, mais pas du tout. Je pense que je les aurais lus avec plaisir, mais non, effectivement, j'en ai pas pris connaissance. Donc, du coup, effectivement, il y a des choses dans la saison 8 qui ont été. Alors, soit il manquait un panneau 6 mois plus tard, tu vois. Oui. Il y a des ellipses effectivement qui sont assez balèzes, mais effectivement, je pense qu'avec 3-4 épisodes de plus, ça aurait été bien. Moi, il y a une question qui me taraude à propos de cette saison 8, c'est ok, Jon Snow survit à l'assassinat de Daenerys, mais qu'est-ce qui fait qu'il survit à cet assassinat? Comment ça se fait que les Immaculés ne l'exécutent pas absolument immédiatement, ou que Vergris ne débarque pas pour lui planter un poignard dans la gorge? Ça, c'est une question que je me pose, vraiment. Et pourquoi les Immaculés repartent tout seuls en mer? Oui, voilà. Où repartent-ils? Alors, je crois qu'on sait, ils Si, partent, on sait où est-ce qu'ils repartent, ouais. ils repartent dans une île qui est tout au sud et qui est connue pour avoir des papillons, comment dire? Des papillons qui, si tu n'es pas immunisé, te rendent malade, voire te tuent, en fait. Donc, voilà, D'accord. ils vont là-bas. Bon, Donc, OK, ils vont là-bas. Mais ils ouais, vont le pourquoi sûrement du tous comment? mourir parce qu'ils sont pas immunisés, mais c'est un peu la blague sur, D'accord, où part Vergris, mourir. ouais. Mais c'est vrai que, ouais, par exemple, c'est une des questions, que je me pose. J'aurais bien aimé que ce soit, et puis je pense que c'est enfin les gens qui ont écrit la série avaient de bonnes raisons de laisser, Jon Snow en vie. Mais comment ça s'est fait, tu vois? Je pense que ça manque un peu. Ça manque un peu. Mmh. Il y a plusieurs trucs comme ça, mais ça, c'est vraiment le plus gros truc où je me suis dit, ou même moi qui suis, quand je regarde un film ou quand je lis un bouquin, que je regarde une série, je suis très premier degré, en fait. Je me Mmh. laisse vraiment porter par l'histoire et sur ce qu'ont voulu, me raconter les auteurs ou les autrices. Donc j'ai rarement un regard critique, tout de suite sur la chose. Je me laisse porter par l'histoire, et puis si l'histoire me plaît, je vais pas aller chercher midi à 14h. Et même moi, tu vois, sur ce point précis où je me dis: «Mais, au moment où, en fait, où j'ai vu la scène, qui est une des scènes les plus marquantes, de la saison 8 et même de la série, je me suis dit: «Mais il s'est passé quoi derrière, Comment ça s'est fait?» Il y a une armée d'immaculés à 100 mètres, disons, et il se passe rien. Enfin, en tout cas, il est juste emprisonné. C'est vrai que ça m'a posé pas mal de questions. Quel est ton personnage préféré d'ailleurs de la saga? Alors, est-ce qu'on a le droit d'en donner plusieurs Tu as le déjà? droit Je d'en pose donner la plusieurs. question. Après, il faut expliquer pourquoi. Ah, beh, bien sûr, je vais expliquer pourquoi. Alors, dans mes personnages préférés, bah, forcément, il y a Tyrion, évidemment. Je crois que c'est Mmh. c'est un des plus classiques, qui est évoqué, parce que le personnage est quand même, porte, le récit, sur ses épaules, et parce que Peter, Dinklage porte la série, aussi sur ses épaules. Alors, il n'est pas le seul, mais c'est un des meilleurs comédiens de la série. Je vais pas faire un classement des comédiens et des comédiennes, hein, mais c'est vrai que son interprétation est, absolument incroyable. Du début à la fin, moi, j'ai adoré ce personnage. Il a des moments, très agaçants au début, il devient plus attachant ensuite. Il y a des moments où il se trompe aussi, où il fait des erreurs. J'ai beaucoup aimé, la manière dont c'était traité dans la série, où il se plante, en fait, tout simplement, et où il admet ses erreurs. Enfin, on sent dans ses réflexions intérieures que, ouais, il y a des conflits en lui. Je comprends pourquoi autant de personnes aiment Tyrion, parce que le personnage est complexe, il est très bien écrit et superbement interprété pour le coup.
Mais mon personnage préféré à moi, que j'aime d'amour, c'est Jaime Lannister. C'est celui qui a l'arc le plus intéressant, un espèce d'arc de rédemption en fait, le salaud magnifique un petit peu. Déjà c'est un Lannister, et je trouve les Lannister hyper intéressants. Et puis je trouve que la manière dont il termine dans la série est ultra romantique. Et je suis un grand fan du romantisme littéraire et cinématographique. Pas le romantisme avec le petit cœur, bon c'est bien aussi, hein, mais et je trouve que vraiment c'est un personnage ultra attachant. C'est vraiment un superbe personnage. Dans les seconds rôles, entre guillemets, j'aime beaucoup. Alors, tu me reprendras sur la prononciation, mais j'aime beaucoup Jaqen H'ghar. Non, c'est bien, nickel. Ok. Tu me cites Jamie, tu me cites Jaqen H'ghar. Des personnages qui ont des traits vraiment de salaud magnifiques aussi. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. Effectivement, j'aime les salauds, finalement. Ouais, et puis en plus, ce que j'aime bien chez Jaqen, c'est il apporte vraiment une touche de fantastique, en fait, qui est vraiment la bienvenue. Je trouve que le comédien a été superbement casté aussi, celui qui a les cheveux mi-longs, là, dans la série. Je le trouve tip top, vraiment. Et voilà. Alors, dans les rôles féminins, moi j'aime beaucoup Brienne de Mhm. Torse. Pareil, qui est superbement interprété. Alors, son arc dans les bouquins, euh, dans les derniers bouquins que j'ai lus, quand elle part à la recherche de Sansa, à chaque fois que j'attaquais un nouveau chapitre avec Brienne, je me disais, ok, elle est encore à cheval, elle cherche encore Sansa. Et c'est encore un Et conflant. Il fait gris, c'est ça, c'est gratte par terre, c'est limite un c'est marais. ça. C'est en fait, c'est le tu vois, c'est le passage de la traversée du Mordor avec Gollum, Ouais, en fait, voilà, dans le Seigneur des c'est Anneaux. c'est cool, on apprend plein de choses, mais d'un côté, c'est morne. Oui, c'est très très morne en fait, et c'est vrai que dans les bouquins, je me disais, mais il se passe rien, quoi. Et je crois que alors, sans dire de bêtises, il se passe enfin quelque chose quand elle croise le chemin du limier. Mais je sais pas si on a la résolution du combat dans les bouquins, je me rappelle plus du tout. Mais je me suis dit: «Ah, enfin, il se passe quelque chose». Mais vraiment, ouais, quand elle part à la recherche de Sansa, c'est vraiment un peu longuet. Mais j'aime beaucoup le personnage parce que c'est quelqu'un qui fait preuve de droiture et de loyauté dans un monde qui est totalement perverti. Et puis j'ai trouvé aussi dans les personnages un peu plus «secondaires» entre guillemets, j'aime beaucoup Ygritte, que je trouve hyper attachante dans la série. J'aime beaucoup la comédienne. J'aime beaucoup sa fin aussi, entre guillemets. C'est une fin romantique aussi, hein, finalement. Voilà, ces personnages-là. Alors, tu vois, on parlait du limier tout à l'heure. C'est un personnage que j'adore aussi dans la série. Et l'acteur est génial. Et puis, il a un peu le même arc que Jaime sur la fin, sauf que lui, il est guidé par la haine Dans la, dans la de son série. frère Dans la série. dans Ouais. la série. Dans la série, ouais. Il est guidé par la haine, alors que Jaime est guidé par l'amour, Oui. en fait. Et je trouve que le parallèle entre les deux personnages Sur- est intéressant sur cette fin de Je série, pense en que tous c'est les cas. fait exprès parce que dans le même épisode, il y a la fin des deux fratries. Parce que voilà. En même temps, il Ouais, y a la c'est fin, il y vrai, c'est vrai. a l'un qui descend, l'autre qui monte, et le combat entre les deux frères d'un côté, Mm. la retrouvaille entre le frère et la sœur de l'autre. Ouais, ouais. Et je suis tombé dedans, mais les deux pieds joints. Ça a fonctionné sur moi. Et puis, moi, j'aimais déjà beaucoup Sandor Clegane, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a aussi un petit côté romantique en fait, différent de Oui, Jamie et des autres, mais il a un tout à fait. côté un peu bête de La Belle et la Bête Ouais, qu'on a dans le complètement, romantisme, qui est un conte romantique. complètement, complètement. Ouais, ouais,
complètement. Et au niveau des personnages détestés, enfin, quand je dis détesté, ça peut être non apprécié ou juste, voilà, Alors il y en a 2. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est, Lina Harin et le duo ouais, qu'elle forme avec son fils. Heu, c'est le malaise total dans la série. totalement. Les Et dans le Ouais, bouquin. ouais et les scènes d'allaitement, tout ça, enfin c'est glauque, mais et pour le coup, la comédienne est super, quoi, parce qu'elle te transmet ce malaise, immédiatement, hein, tu sens qu'il y a vraiment un truc qui va pas, qui tourne pas rond et c'est très bien fait j'ai pas trouvé qu'il y ait de personnages mal écrits, si tu veux, dans la série, en tous les cas. Alors après, les gens qui sont un peu plus pointus, auront sans doute des choses à dire, mais moi vraiment, c'est vraiment des persos qui te foutent mal à l'aise ou qui te mettent pas bien, mais c'est tout le talent en fait, des scénaristes et puis des interprètes. Donc Lina Harin et puis, Walder Frey, qui est quand même, Malaise aussi. Mais voire encore plus malaise parce que, ouais, bon, heu, ouais, on n'est pas il y bien. a une qui donne le sein à son fils, c'est glauque, mais Ouais, ça va. L'autre, il couche avec ses voilà, ouais. filles, ses petites filles, enfin c'est Ouais, alors voilà, hein, il y a déjà de l'inceste, hein, enfin voilà, j'aime beaucoup oui, les oui. Lannister, mais ça pue l'inceste à plein nez. Walder Frey, c'est non consenti, enfin ouais, c'est assez, Ah non, enfin, attends, je suis complètement trompé. Tu parles de Walder Frey, je pensais à un. Non, non, Walder Frey, c'est pas l'inceste, non, non, il a plusieurs femmes, mais non, non, je suis complètement trompé entre Walder Frey et le personnage qui est tout au nord du mur et qui ah a, oui, qui a des d'accord. enfants avec OK, ses je enfants. vois. Non, non, c'est moi. Ouais, C'est ouais. moi. Mais c'est enfin voilà, chez les Frey, alors je sais plus s'il y a de la consanguinité ou pas du coup, ou alors si Non, mais enfin, il y a beaucoup ouais, d'enfants, il y a plusieurs ouais, femmes. il y a des trucs pas clairs. Mais je sais, là, Ouais, tu vois, j'ai j'ai peut-être pas en mémoire confondu la aussi du coup. consanguinité entre. Tu vois, dans mon souvenir, il couchait avec ses propres filles, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est en tout cas enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave si ça arrive, mais c'est quand même un gros malaise, et puis le personnage n'a on parlait de salaud magnifique, tout à l'heure, tu vois? Et là, le personnage n'a aucun charisme. C'est vraiment de la vermine, quoi et c'est abominable. Mais oui, c'est Walter Frey et même dans son traitement de la vassalité est quand même très particulier, en fait. Voire même le traitement de ses enfants parce que même s'il y a pas de consanguinité, il gère ses enfants de façon très, très particulière, en fait. Oui, un peu comme beaucoup de pères, et de mères dans le Trône de Fer, Ouais, mais lui, c'est particulièrement, glauque, totalement, ouais. effectivement. Enfin, tout est en fait et puis tout est fait, dans la série pour te faire bien sentir que voilà, que c'est pas la grosse joie dans son château. Enfin voilà, j'ai le souvenir d'images, assez sombres, enfin voilà quoi, la photo est très grise, très noire, voilà, c'est pas la joie chez les Frey. Voilà, mais il est puissant parce qu'il tient le pont, en fait. Ouais, il tient le pont, c'est ça. Et un pont a eu besoin de traverser, Robb Stark pour la guerre. Les Noces pourpres, voilà, C'est un événement ultra important ouais. du roman quand même. Les Noces pourpres, ça a choqué de nombreuses personnes et même la série a été quand même quelque chose de très, très particulier en fait. Enfin ça a un point de non-retour que Ah oui, complètement, enfin, le gentil Rob, et sa mère, et son épouse, enfin, ce massacre complet, pendant les Noces pourpres, ouais, c'est un des moments les plus marquants de la série. et c'est marrant quand même maintenant que tu en parles, il y a le côté massacre, bon, encore une fois, j'ai fait l'erreur entre Craster et Frey et dans les 2 tu as le côté un peu crade du père, tu as le côté Mmh. massacre, qui s'est déroulé parce que chez Craster, dans le manoir Craster aussi, il y a eu le massacre. Mais bon, ouais, il est vrai, Craster est quand même beaucoup, beaucoup Oui, plus crade, avec ses 19 complètement. compagnes. Walder Frey, il est glauque, mais pas autant.
Donc ouais, donc en personnage détesté, tu as Walter Frey et Lisa Arryn. Et en niveau maison et en région du monde, est-ce que tu as des préférences? Il y a une maison de Westeros que tu aimes bien ou région du monde où tu aimerais vivre? Alors, ma maison préférée, je crois qu'on en a parlé, tout à l'heure, mais c'est les Lannister. Mmh. Je trouve, quasiment tous les personnages, principaux en tout cas de cette maison, absolument passionnants. Donc, j'adore Jaime, le salaud magnifique. Père, qui est un bloc d'acier, et un salopard de 1 qui est super bien interprété d'ailleurs. J'ai oublié le nom du comédien, mais le comédien est génial. J'adore Cersei, que je trouve, parfois terrifiante et parfois, hyper touchante. C'est vrai que j'aime le moment où elle finit par péter les plombs complètement en fait, où elle part complètement, dans son côté, dictatrice, sanguinaire, voilà, c'est sans aucune pitié, je la trouve absolument merveilleuse. Tyrion évidemment, et puis c'est vrai que quand on regarde un peu le final de la saison 8, OK, c'est un Stark qui monte sur le trône, mais mais sa main et la personne qui est aux commandes, en fait, c'est un Lannister, hein. Et je trouve ça super, en fait, que ce soit Oui, finalement un Lannister, oui. qui soit également aux commandes du royaume. Je trouve ça assez drôle. Effectivement, c'est le plus sage des Stark et le plus sage des Lannister qui sont ensemble. Enfin, sage dans le sens que Bran a une connaissance encyclopédique du passé, du présent et du futur maintenant. Mais C'est ça. oui. Et donc, ouais, vraiment les Lannister, c'est, la maison du cœur pour moi. Après, pas très envie, de vivre, sous leur hégémonie, tu vois? En termes de, que ce soit, King's Landing, ou Port-la-Nice. Ça me C'est joli, hein, mais ça donne pas très envie. Enfin, je pense que je ne serais qu'un vulgaire barde, dans dans une échoppe, quelconque, et je me vois peu y vivre. Hem, Moi, je suis quelqu'un qui aime bien la campagne. Alors tu vas peut-être pouvoir me dire, alors, moi, en endroit, il y a Dorne et ses jardins qui, bah, c'est des jardins très ordonnancés là, pour le coup, Alors Dorne, c'est les jardins pas le jardin, Dorne, je vois plutôt avec les jardins ouais, les aquatiques jardins et beaucoup aquatiques. de Ouais, désert, voilà. voilà. Ouais, OK, Mais, d'accord. ouais, Ça, voilà. parce qu'après en jardin, tu plutôt, au Ouais, jardin peut-être au et jardin, les ouais, mais, d'ARL. c'est vrai que j'aime beaucoup Dorne, parce que les décors sont sublimes, les jardins sont Oui. absolument merveilleux. Bon, je sais, hein, autour, c'est que du sable et, enfin voilà, il fait très chaud, mais c'est vrai que les jardins aquatiques sont très, très beaux. Mais dans la série, en tous les cas, on voit peu de campagnes type, La Comté, tu vois? Parce que à chaque fois qu'on voit des scènes, pardon, en campagne, soit la campagne est misérable, soit elle est ravagée par la guerre. On a une image de la campagne qui est, dans les séries assez torturée, en fait. Alors je sais pas si, les gens qui connaissent un peu mieux les bouquins et l'univers, savent s'il fait bon vivre dans une campagne quelconque du royaume des 7 couronnes. J'en ai pas vu beaucoup d'heureuses. Techniquement, la campagne qui est, hors guerre, qui est la plus heureuse, je pense que c'est le Bief, en fait. Là où je disais qu'il y a Haut-Jardin et les D'accord, d'ARL, qui est un peu proche de ce qu'on peut envisager comme étant, bah, en fait, la France niveau géographie et niveau, nature, en fait, c'est, d'accord. des prés, des forêts, c'est relativement vert, en fait, très vert et très vert et riche niveau, agriculture. Là-bas, par exemple, c'est là-bas qu'il y a une famille entière qui est, alors je vais pas dire qui est basée sur le vin, mais qui a quand même, blason, une grappe de vin, les Redwyn, D'accord, voilà. Donc OK. il y a nombreuses maisons qui sont liées soit à l'agriculture, soit à la chasse, en fait. Et ben je te propose qu'on parte, voilà, qu'on parte pour le bief. Voilà, c'est plutôt le tout vert, c'est là-bas, D'accord, ouais, et ben on part là-bas alors. Du coup, merci, dans le bief. merci pour la destination.
Il y a le bief qui est vert, il y a le conflant qui grille. Mais le conflant, il a pas de chance. Ouais. Il a jamais eu de chance niveau guerre. Tout le monde passe sur le conflant. Toutes les guerres. Au niveau de la saga, quelle est pour toi l'influence qu'elle a pu avoir au niveau de la science-fiction, du fantastique et surtout par rapport à la fantasy? Est-ce que tu penses que ça a eu soit la saga littéraire ou la saga série, je pense que ça a eu une grande influence en fait sur ce qui actuellement sort? Alors, je pense que ça, la série, en tous les cas, parce que je pense que l'impact des bouquins a été énorme, en fait, pour les lecteurs et les lectrices et après pour les auteurs et les autrices. Mais je saurais pas le mesurer. Si tu veux, j'ai pas d'exemple concret, Mmh. mais je pense qu'il y a eu un vrai impact. Pour la série, bah, ça a remis un peu la fantaisie au goût du jour et de manière, entre guillemets «adulte». C'est-à-dire qu'on avait, des vraies intrigues, politiques, c'était pas juste, des magiciens, des chevaliers et puis, des quêtes avec un objet à trouver, enfin voilà, tu veux dire? Donc je pense que ça a fait Je vois, je vois. grandir, hem, le genre dans une certaine, maturité, en tous les cas. Ça a donné, ouais, un coup de projecteur sur la fantaisie et j'ai l'habitude de dire que les fans de SF, en matière de cinéma et de séries sont plus gâtés en fait que les fans de fantasy en général, je trouve, à l'écran. Moi j'ai une espèce de petit top, des choses qui m'ont plu à l'écran et ils bougent pas depuis, des années et je trouve ça un peu dommage. Moi, j'évoquais Conan le Barbare tout à l'heure, qui est vraiment pour moi une œuvre cinématographique, majeure de la fantasy, qui est pour moi, toujours numéro un. Mais je suis pas nostalgique en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un film en fait qui vienne, déloger, Schwarzenegger de son trône et c'est pas arrivé encore. Dans Stop, il y a Willow aussi qui est là plutôt, la version conte effectivement de la fantasy que j'aime beaucoup. Et puis en troisième position pour moi, il y a le Trône de Fer qui a eu une importance, capitale en fait, en termes d'univers visuel. Enfin quand tu vois la production du Trône de Fer, que ce soit les décors, les costumes comme, l'évoquait Vesper, lors du dernier numéro, l'écriture, ça a remis le genre au goût du jour. Mais par contre derrière, j'ai pas l'impression, alors effectivement, il y a les Anneaux de pouvoir, qui sont sortis derrière. J'avoue, je suis pas un grand fan, de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et du Hobbit au cinéma et c'est pas des sagas que j'ai beaucoup appréciées. Je respecte beaucoup l'adaptation qu'a faite Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, heu, beaucoup moins celle qu'il a faite du Hobbit, mais je respecte au moins son travail et l'implication qu'il a eu dedans. Mais on a vu peu de séries derrière, qui de fantasy en fait, qui ont repris ce flambeau. Là, en ce moment, je suis en train de regarder, House of Dragon et bah, je fais partie des gens qui n'ont pas été convaincus par cette préquelle. Je trouve, les personnages beaucoup moins attachants. Il y a des bonnes choses dans la série, notamment, l'interprète, je trouve que l'interprète de Viserys est génial. Je trouve aussi que la jeune interprète je vais écorcher son nom, de Rhaenyra? Ouais, ouais, Rhaenyra, Rhaenyra, ouais. pardon. La jeune interprète de Rhaenyra est géniale aussi et là j'ai passé le cap où il y a l'ellipse du 10 ans après. Les comédiens ont changé, hem et oui, je fais partie des déçus de House of Dragon, parce que je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses, mais navré de le dire, mais je m'ennuie en fait devant House of Dragon. Bon, non, je pense pas que la série ait pas, ait eu elle a remis la fantaisie au goût du jour. Ça a été, une sorte voilà, on a vécu une période assez folle en fait, où, c'est vrai que je regardais, les épisodes, tard dans la nuit ou tôt le matin, pour éviter de me faire divulgacher, au travail. C'est une série que j'ai vue 3 fois, que je revois toujours avec, énormément de plaisir.
Et fait un peu personnel, la dernière fois où je l'ai regardé avec mon épouse qui pour le coup, est pas amatrice du tout de fantasy et pourtant ça a fonctionné sur elle. Elle a apprécié la série, elle l'a trouvée, prenante, intéressante. Peut-être que ça a permis, à un certain public de s'intéresser un petit peu plus à la fantasy, d'y venir, par ce biais-là. Hem, Ça a peut-être fédéré un public au-delà du public, amateur de fantasy. Par contre, j'ai des petits regrets. C'est comme on se le disait, je sais plus si on était, en ligne ou hors ligne, mais c'est vrai que j'aurais aimé que la saison 8 soit plus longue de quelques épisodes pour expliquer certaines choses, même si j'ai aimé, son final, même si il y a beaucoup de moments où je frissonne pendant la saison 8. J'aurais aimé, effectivement qu'on m'explique un peu mieux certaines choses et par contre, j'ai un gros regret dans l'adaptation, c'est que l'arc de Catelyn Stark, n'ait pas été repris, après les Noces rouges. J'avoue que ça, c'est un regret. C'est vraiment un regret, dans la série, mais il y avait peut-être pas la place de placer ça, en fait, tout simplement. Voilà, l'arc de Lady Cœur de Pierre. Ouais, voilà, et je le trouvais génial dans les bouquins Stark. Vraiment, je m'y attendais pas du tout et je trouvais ça super et c'est vrai que j'ai un peu attendu dans la série qu'il y ait quelque chose, mais non, hélas, Catelyn n'est pas revenue, d'entre les morts. Ah, ils ont été là aux simplifications, en fait. Ils ont fusionné des personnages, ils ont simplifié des arcs. Je Oui. pense qu'ils voulaient pas aller trop loin. Ouais, je pense qu'après, c'est enfin, à ce compte-là, la série prenait, 3-4 saisons de plus et Mm. c'était le risque qu'à un moment, il y ait plus assez d'argent pour la production. Enfin, on sait que parfois l'avenir des séries est parfois fragile et moi, je m'estime déjà très content d'avoir 8 saisons avec, des arcs conclus de manière plus ou moins, satisfaisante, selon les publics. Mais voilà. Le Trône de Fer, haut dans mon top, de la fantasy, mais j'attends que quelqu'un, vienne déloger, tout ce petit monde. Après, la question qui sera le nouveau Tolkien, qui sera le nouveau Martin. Ouais et puis, si c'est pas un nouveau Martin, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on a besoin dans l'imaginaire, en fait, alors c'est bien de retourner sur des œuvres repères, mais je pense que c'est, important aussi et ça, la SF, l'a un peu plus, de pouvoir partir explorer d'autres univers, de pas revenir sans arrêt sur les mêmes choses et c'est vrai que j'attends qu'on vienne me bousculer et pour le coup, le Trône de Fer a bousculé beaucoup de choses, bousculé beaucoup de clichés, a bousculé, beaucoup de conventions, en fait, de la fantasy et vraiment ça, c'était très intéressant. Donc, pour continuer de parler de la suite, est-ce que tu as une volonté justement pour cette suite? Donc là, on a vu la suite avec House of Dragons. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais voir dériver, que ce soit en préquel ou en post-quote? Alors, si je veux être, trollesque, je dirais qu'une série uniquement basée sur Viserys, moi ça m'aurait bien été parce que je trouve que le comédien est vraiment tip top. Mais voilà, non, c'est du troll. J'ai pas de souhait spécial. Il y a un truc que j'aime bien moi dans ce qui a été fait par Disney, quand ils ont repris Star Wars, c'est que, aujourd'hui et je fais partie des gens qui aiment Star Wars, et c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut aller piocher, dans tout ce que propose Disney et aller vers ce qu'on aime, en fait. Moi, par exemple, voilà, je suis un fan de la trilogie originelle, donc les épisodes 4, 5, 6. J'ai pas beaucoup apprécié, la prélogie ni la postlogie. Je trouve que la postlogie est cassée, en fait. On partait sur un épisode 7, je me rappelle avoir écrit une petite critique, de l'épisode 7 en disant: «OK, les fans sont rassurés, on a des nouveaux personnages, j'attends de voir ce qui va en être fait». Et ce qu'en a été fait, c'est une guerre, d'ego, en fait, entre les 2 réalisateurs, et j'ai trouvé ça vraiment dommage.
Du coup, la postlogie, bah, j'aime beaucoup l'épisode 7. Il y a certaines choses de l'épisode 8 que j'aime et puis, bah, l'épisode 9, c'est juste une catastrophe, en fait. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a, The Mandalorian, on a Andor, on a d'autres séries, mais moi, The Mandalorian et Andor on a Rogue One aussi, que j'aime beaucoup. Moi, ces 3 déclinaisons de l'univers Star Wars me plaisent vraiment. Mais je sais qu'il y a d'autres gens, bah, qui peuvent aller voir des séries animées, ou d'autres séries. Il y a des gens qui aiment la série Obi-Wan. Moi, j'ai décroché après le premier épisode, je me suis dit: «Tant pis, c'est pas pour moi», mais on peut aller piocher dans l'univers, prendre des choses qu'on aime et puis laisser de côté, les formats qui nous plaisent moins ou les histoires qui nous plaisent moins et finalement, ça permet d'avoir un rapport un petit peu apaisé à l'univers Star Wars. C'est-à-dire être plutôt dans l'appréciation que dans la détestation, systématique, de la prélogie, de la postlogie, de ce qu'on n'aime pas en fait, dans l'univers. Et à la rigueur, bah, je sais pas quels sont les projets. Alors, je sais pas si c'est, HBO qui a toujours les droits, sur tout ce qu'a écrit ou fait, Martin. Heu, Ça pourrait être intéressant effectivement que HBO décline ça, peut-être en film basé sur un seul personnage, du Trône de Fer. Pourquoi pas des spin-offs à la Rogue One? Moi je prends, hein, hem et puis qu'on puisse aller, bah, tu vois, moi je te disais que je suis pas un grand amateur de House of Dragon, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment et bah, tant mieux qu'ils aiment House of Dragon. Moi, j'irai chercher, de la satisfaction ailleurs si tu veux et qu'on soit moins dans ces petites guerres de clochers où, oui, la série que j'aime, c'est la meilleure, les épisodes que j'aime, c'est les meilleurs et qu'on puisse parler de la série de manière, apaisée, en fait, tout simplement. Qu'un espèce d'univers étendu se développe et puis qu'on puisse aller y piocher, ce qu'on y aime et puis, laisser de côté ce qu'on n'y aime pas. Alors, ça me paraît, je pense que ça le rachat de Star Wars par Disney a fait beaucoup de bruit et souvent en négatif, mais je pense que Disney a apporté, je vais pas dire de l'apaisement parce que les gens s'entre-déchirent, encore beaucoup sur les réseaux sociaux en tous les cas. Mais moi en tant que spectateur, et bah, tant pis s'il y a 2 trilogies qui me plaisent pas. Moi, j'ai, au moins 2 ou 3 séries et des films dérivés qui me plaisent et finalement, c'est une bonne manière de fonctionner en tant que fan. À l'heure actuelle, au niveau des séries en développement, bon, bah, il y a la saison 2, The House of the Dragons. Mmh. Il y a un projet d'une série, donc 10 000 navires, qui raconterait en fait l'Odyssée de la princesse Nymeria. C'est un personnage qui est c'est une préquelle, ça se passe même très longtemps encore avant même House of Dragons. Il y a le Serpent de mer, par contre là ça concerne un personnage qu'on voit dans House of Dragons. C'est la jeunesse de Corlys et Velaryon. Ah d'accord, OK. Voilà, donc c'est un projet qui est en développement. Alors, on ne sait pas si ça sortira, mais au Mmh. moins il est en étude et développement. D'accord. Il y a une série sur, un chevalier des 7 couronnes, en fait, c'est sur la série de 3 nouvelles, Les aventures de Dunkelhoff, qui est, également une préquelle à la saga littéraire, D'accord. qui actuellement existe en livre OK. et qui pourrait être adaptée en série. Il y a tu disais tout à l'heure, par rapport, à une série basée sur un seul personnage, il y a, Snow, qui serait Oui, j'ai vu ça. une série sur Jon Snow après la saison 8. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, Oh, là, je suis un peu plus il a circonspect. froid. Les projets principaux m'intéressent Ouais. pour diverses raisons. Mmh. Là, Snow, C'est pas un truc que je l'ai déjà dit tu plusieurs ouais. précédemment, mais je sais pas ce qu'il va raconter, en fait. Voilà. Alors, moi, j'ai d'abord cru à une blague quand j'ai vu alors pas dans le sens, je me suis pas dit: «Ah non, mais c'est ridicule». Je me suis dit: «Bah non, ça doit être, un photomontage», enfin voilà, je pensais pas en fait qu'il y avait autant de séries dérivées en fait, qui étaient en préparation. Donc, bah, je te remercie de de m'affranchir à ce niveau-là et j'ai cru à une blague, très franchement et puis bon, j'ai été me renseigner et effectivement, ça semble, enfin voilà, il y a une affiche, je sais pas du tout où en est le développement. C'est quelque chose, vraiment qui est sur les rails ou Actuellement, réellement, j'ai pas plus, enfin, nous n'avons pas plus d'informations dessus. D'accord, parce que son arc Voilà. se terminait, de manière absolument, splendide.
Pour moi, les derniers, il va au nord du mur avec voilà, les avec les sauvageons, sauvageons et voilà. et Et ouais, et Ghost. voilà, et son loup. Et c'est vrai que les derniers plans sur Jon Snow dans la saison 8 font partie, moi, de mes moments forts. C'est superbe, en fait. Superbe. C'est très, c'est le héros romantique par excellence, quoi. Il a tout perdu. Il s'en va au nord avec, avec son peuple d'adoption, en fait, quelque part. Je trouvais cette conclusion d'arc superbe. Savoir ce qui va se passer au nord du mur, une nouvelle. Alors, ouais, il faudrait pas qu'ils nous inventent une nouvelle menace, faudrait peut-être une série un peu contemplative, tu vois? Un truc un peu, mais les gens s'ennuieraient devant. Ouais, C'est mais je ça le sais pas truc. si Et ça va ouais, leur tu peux voilà, pas vendre un truc ils vont peut-être contemplatif, pas le tu vois? Je vendre parlais comme ça. de la fantasy au cinéma il y a pas longtemps, il y a un truc qui me revient en tête. Un de mes derniers coups de cœur, cinéma, c'est The Green Knight, en termes de fantasy, et on peut pas dire qu'il se passe grand chose dans The Green Knight. Là, on est quand même sur un je sais pas si c'était un film qui a niveau production qui était indépendante ou pas, mais là, on est sur une série HBO, sur un média qui a besoin d'avoir une audience, qui paye régulièrement pour avoir l'audience. Donc je suis pas sûr qu'ils vont s'acheminer sur ça. Après, Non, ils prendront pas le parti d'un truc aussi contemplatif, que The Green Knight, qui, je sais, a endormi, beaucoup de spectateurs et spectatrices. Moi, je suis subjugué par la beauté de ce film. Je trouve son interprète principal, vraiment génial. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Mais effectivement, ouais, je me dis un truc dans le genre pourrait me plaire, mais effectivement, c'est un truc qui se fera jamais. C'est un suicide commercial, d'envisager une série contemplative, avec Jon Snow. Non, il y aura forcément une nouvelle menace qui va être créée, des nouveaux conflits. Ouais, ouais, je suis peut-être plus tenté effectivement par la série adaptée, des 3 bouquins que tu évoquais là, ouais, ça pourrait me tenter, ouais. et les 3 nouvelles ont été déjà regroupées dans un seul tome et tu peux déjà le lire. Ça parle de personnages dont un personnage qui est, même s'il est secondaire dans les 2 œuvres, est quand même présent dans les 2 œuvres. Bon, je te laisse découvrir. Et en dernier projet, bah, tu parlais tout à l'heure d'animation pour rapport à Star Wars. Il y aurait également un projet, mais pareil, je ne sais pas du tout où on est niveau production, mais en tout cas, Oda Nouvelle était toujours en production. Un projet d'animation sur E.T. Alors E.T., c'est une région du monde qui est pas du tout, je crois même pas, est mentionné dans la série, et qui l'est par contre dans le livre. C'est le versant oriental, mais oriental Chine de l'univers du Trône de Fer, en fait. Mais en série, on ne parle pas du tout, en fait. Donc on sait pas, pareil, on sait pas du tout ce qui en sera. Mais c'est intéressant d'avoir une série d'animation, et c'est intéressant de l'avoir sur E.T., qui est vraiment quelque chose qui est, même pour le canon de la littéraire, est très très peu connu, en fait. Eh bien, parlons musique. Qu'est-ce que tu penses des musiques qui ont été faites par Ramin Djawadi? Alors écoute, c'est marrant parce que j'ai failli te les citer dans mes personnages préférés, en fait. Parce que si vraiment j'ai un personnage préféré dans le Trône de Fer, c'est Ramin Djawadi et sa musique. Comme dit tout à l'heure, j'ai regardé plusieurs fois la série et la dernière fois que je l'ai regardée, je me suis plus particulièrement attaché à la musique. C'est-à-dire que j'écoutais ce qui avait été construit pour les scènes, et j'ai été mais bluffé, par le travail de Ramin Djawadi. C'est colossal en fait, ce qu'il a écrit pour le Trône de Fer. C'est, vraiment une des je pense que c'est si la série a eu autant de succès, c'est aussi grâce à son thème principal qui est ultra accrocheur et qui a tout de suite mis une identité sonore en fait sur la série. Et puis dans le cinéma actuel en fait, j'entends beaucoup de gens dire, «C'est vraiment dommage, on entend, voilà, il y a plus de entre guillemets «de grands compositeurs», on n'a plus que des textures sonores, les thèmes ont disparu. Bah, écoutez la bande originale du Trône de Fer, en fait, hein, il y a des thèmes, pour chaque personnage, pour chaque maison.
C'est absolument sublime, les orchestrations sont folles. En plus, ça prend des influences, un petit peu partout. C'est, un énorme coup de cœur pour la musique qui accompagne, tous les épisodes. Je pense qu'elle est en plus du jeu des actrices et des acteurs, la musique est vraiment vectrice d'émotions dans la série. Alors c'est vrai pour les films, pour les séries, pour ce qu'on veut, mais là ça se fond dans la narration, ça participe à la narration. C'est vraiment, la musique est une actrice principale de la série, tout simplement. Je suis vraiment ultra fan de la musique du Trône de Fer, qui est, pour moi un sans faute, du début, à la fin. Non, ce sans faute, tu as une chanson préférée ou une musique préférée? Alors j'en ai, Plusieurs plusieurs. Je vois que tu commences à à me connaître. connaître. Il y en a plusieurs, mais bon, le thème principal, je trouve sublime. Le thème des Stark est vraiment très, très chouette. Mmh. C'est un thème très mélancolique quelque part et assez altier. Ça colle vraiment à la maison Stark pour le coup. Bah, bref, non, mais vraiment tout me plaît dans cette musique, mais je suis plus particulièrement attaché et ça c'est mon biais de chanteur en fait, aux chansons qui sont interprétées de manière, intradiégétique en fait. J'ai d'abord eu un énorme coup de cœur pour Reigns of Castamere quand elle est chantée par Bronn et puis, il y a eu, 2 autres versions, alors d'abord par The National, je crois, qui a enregistré une version et puis la version avec Serj Tankian. En tant qu'amateur de métal, je suis ultra fan de cette version, évidemment. Chanson que tu as faite sur un de tes albums. Voilà, alors j'ai un petit projet parallèle où je fais des reprises et effectivement, j'ai repris, Reigns of Castamere, bah, que je t'ai proposé d'intégrer, au podcast si tu le souhaites. Après, comme dit, je veux pas que vous ayez, que la garde de nuit ait des problèmes de Mmh. droit, avec les ayants droit, donc moi je te fournirai l'extrait avec grand plaisir et tu en fais ce que tu veux. Alors celui-là, je mettrai le lien, je D'accord. laisserai aux éditeurs le plaisir de l'écouter. Par contre, à la fin des podcasts, il y aura une autre chanson qui est, que tu as produit, beaucoup plus récemment aussi et que je mettrai. C'est ça, avec Seasons, effectivement et c'est ça qui m'a donné, quand on va se donner les coulisses, hein. Quand j'ai vu que tu venais à Podren, tu as posté un petit message pour dire que tu venais à Podren. Alors j'ai été voir qui tu étais et je me suis dit: «Eh mais super en fait il Shao Kahn il anime un podcast sur le Trône de Fer» et effectivement, le hasard a fait que quelques mois auparavant, on avait notre dernier épisode anthologique était consacré au Trône de Fer et à la chanson Jenny des Vieilles Pierres, Jenny of Old Stones. Bah, pareil, qui est un des moments les plus forts et les plus bouleversants de la saison 8 où il y a cette scène où il y a, je pense, parmi les personnages préférés de beaucoup de monde qui sont réunis, dans cette salle de garde avant la dernière bataille, le dernier assaut et puis, voilà, il y a Tyrion qui fait cette réplique, «What about a song?» et il fait le tour des gens et voilà, qui veut chanter est-ce que quelqu'un chanterait quelque chose? Et tout le monde, personne ne veut chanter et puis d'un coup, on entend Podrick qui chante, d'abord a cappella et puis là, il y a l'accompagnement des cordes qui rentrent et on voit, tous les personnages, enfin les personnages principaux à la veille de cette bataille, comment ils le vivent, ce qu'ils font avant cette bataille. Certains et certaines, c'est leurs derniers instants et c'est moi bah, tu vois, on en parle, j'ai la chair de poule, rien que d'en parler. La version chantée par Podrick est vraiment ultra touchante. Je suis moins fan du coup de l'adaptation qui a été faite par, l'adaptation officielle, hein, qui a été faite par, Florence and the Machine. Je sais pas, il y a un petit truc qui m'accroche pas et du coup, cette chanson, ça a été un véritable coup de cœur, musical, en regardant la série et comme, nous, on a des épisodes anthologiques avec Seasons où on aime bien, comme dit, rendre hommage à des auteurs ou des autrices,
qu'on aime, je me suis dit, bah, ça va être l'occasion en fait de créer un petit épisode autour de cette chanson de Jenny des Vieilles Pierres, où Alex a signé donc une réorchestration de la chanson, et puis on joue une petite scène dans laquelle il n'y a pas grand divulgachage, hein, parce que voilà, contrairement au Trône de Fer, il n'y a pas de rebondissement incroyable dans les épisodes de Seasons, hein. Oui. On s'attache surtout à produire des émotions, nous, dans notre narration. Et c'est une maman, en fait, dans une chaumière qui va raconter l'histoire de Jenny des Vieilles Pierres à ses deux filles. Alors la maman est interprétée par Tuki, qui est voilà, une super comédienne de fiction sonore. Il y a Adélix qui participe, qui joue la grande sœur, et il y a ma fille qui interprète la petite sœur. Et c'est vrai que j'ai une affection toute particulière pour cet épisode, évidemment. Et puis Alex nous a signé une réorchestration du thème que je trouve génial. Pour écrire cet épisode qui est relativement court quand même, hein, je crois que le tout, c'est-à-dire épisode et chansons incluses, ça tourne autour ça va pas plus loin que 7 minutes, je crois. Et puis on a Katia, la compagne d'Alex, qui nous a fait la voix du générique. Je me suis basé, en fait, j'ai fait des petites recherches parce sur un bouquin qu'on m'a offert et dont j'ai déjà entendu parler dans les épisodes, qui est Game of Thrones, les origines de la saga. Oui. C'est un peu le grimoire, là je l'ai sous la main là. Il y a voilà, il y a plein d'illustrations, c'est vraiment un beau bouquin et qui est massif. Et donc j'ai été à la recherche de petits détails sur la vie de Jenny, et puis j'ai pu construire comme ça un petit récit qu'on a mis en scène. Et puis ensuite il y a la chanson qui arrive, mais ouais, la musique de Ramin Djawadi, vraiment, je pense que la série sans cette musique aurait été beaucoup moins émouvante et beaucoup moins prenante de mon point de vue. Après, il faut savoir que cette chanson, elle est intragétiquement dans la saga, mais dans les Ouais. romans, on n'a que le premier couplet, en fait. C'est la série D'accord. qui a été au-delà de ce couplet, en fait. Et ouais, C'est vrai? ouais, si. Ah Alors, je vais pas super! gâcher la fin, parce que vous allez pouvoir l'apprécier. Je suis un Mmh. très mauvais chanteur, donc je vais juste le faire en prose. Le seul couplet qu'on a dans le livre, c'est dans les salles des rois défunts, Jenny, tout là-haut, là-haut, danser avec ses fantômes. Donc c'est juste ça. Et c'est D'accord. la série qui a été au-delà, en fait. Ça a Voilà, été extrapolé en fait c'est ça. par les créateurs de la série. Mais c'est D'accord. cette histoire, je passerai le lien pour l'éditeur. Et parce que je sais pas si tu l'avais lu, mais sur le site, on avait fait un article dessus qui expliquait que cette chanson date même presque d'avant le Trône de Fer, parce que cette chanson d'amour triste et mélancolique, ça évoque un roman précédent, enfin une chanson qui est dans un roman précédent, c'est elle qui chevauche les tempêtes. D'accord. C'est Wynhaven en VO, je crois. Mmh. Et ça parle même également d'un autre nouvelle novella qu'il a écrit, où il y a également un personnage qui s'appelle Jenny. OK. Le roman, c'est L'agonie de la lumière, un de ses premiers romans. D'accord. Et ben Et voilà, j'ai de la je lecture mettrai, là, du coup. ouais, C'est bah, je super. mettrai le lien à la fin pour l'article. Mmh. Et à la fin, cher auditeur, vous aurez la version complète de ce qui a été fait par Season Novel, et puis vous pourrez de une aller sur leur podcast pour écouter la suite et donner votre avis, et de deux, donner simplement votre avis également sur chez nous à la Garde de Nuit. Au niveau des compositeurs, est-ce que tu aurais vu d'autres compositeurs que Ramin Djawadi pour faire l'OST et la BO de GOT? Hem, Ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question et c'est une colle. Oui. Ah, tu peux ne pas avoir de réponse parce que rien ne te vient en Ouais. tête, hein. Écoute, là dans les compositeurs que j'aime bien, je vois pas qui aurait il y en a sans doute, hein. Je veux dire, il y a sans doute des gens aussi talentueux que Ramin Djawadi, mais qui est vraiment un mec qui est bourré de talent. Mmh,
moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a. C'est pas un thème marquant, mais la musique du premier Iron Man, je l'aime bien. Non, écoute, là, je vois pas. Il y a des compositeurs que j'aime beaucoup, mais franchement, j'en ai rarement vu faire preuve d'une telle richesse et d'un tel éclectisme. Il y en a sans doute, hein, mais moi, je les connais pas. D'accord, pas de problème. Oh, Alex, je veux dire Alex, mon camarade Alex de Seasons Novel, ça lui fera plaisir et il est enfin, voilà. Si j'ai un talent, c'est de m'entourer de gens qui ont du talent. Donc, c'est le seul talent que je me reconnais. Donc, voilà. Alex, moi, je pense qu'il aurait fait l'affaire. Revenons un petit peu au niveau lecture. Est-ce que tu as lu d'autres romans ou nouvelles qu'a écrit Martin? Alors, absolument pas. Je suis sec sur le sujet, C'est totalement. pas grave. Niveau conseil de lecture, que je pense par ta culture musicale est très versée dans le rock, je peux te conseiller un roman, Mmh. Armageddon Rag, qui est un des romans écrits par George R. R. Martin, je crois en 83 et qui en fait est l'une de ces romans qui est plus versé vers le fantastique en fait, qui raconte en fait l'histoire d'un groupe de rock, les Nazgûl. Alors Ah! on voit son Oh, la référence d'où vient le discrète! nom, oui, oui, et ça va plus que là parce qu'en fait, alors c'est une référence qui est très peu discrète, mais ouais, il parle des Nazgûl, il parle de les il a créé dans le sens il a nommé, de nombreuses des chansons de ce groupe et plusieurs sont liées à la série, littéraire des Seigneurs des Anneaux et voilà et alors je laisse D'accord. au lecteur également le fait de le découvrir parce qu'en sachant qu'on va même en parler très prochainement dans un format de l'été. On va parler d'un Grag et voilà, c'est pas réellement l'histoire de Nazgûl, c'est plutôt l'histoire d'un journaliste qui, s'intéresse aux Mmh. Nazgûl longtemps après et ça revient sur, le post-printemps, Flower Power, le que sont devenus les groupes de rock, 10-20 ans après, voilà et est-ce que la jeunesse, enfin, quelle est la dissolution de la jeunesse, post-mouvement de rock? Et c'est un même s'il y a il y a très peu, il y a quand même un peu de fantastique dedans et je Ah, conseille la super. lecture et c'est peut-être l'un des romans où il y OK. a le plus de Martin en lui-même, dans le sens où il y a un personnage qui est très martinien, qui est très martinien dans le sens, c'est un peu, une sorte d'avatar de Martin et on y voit sa culture musicale. De George Martin, ouais. D'accord. Ah, c'est marrant parce que, tu vois, on parlait de Moorcock, tout à l'heure, dans tout début d'émission et Moorcock, en fait, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, parce que ça a été ma porte d'entrée dans la fantasy, en fait, avant même, Tolkien. Moorcock, en fait, a écrit, des chansons pour, Blue Oyster Cult. Il a participé, en fait, à l'écriture, d'un groupe, qui s'appelait Hawkwind, où ils ont fait l'album, Chronicle of Black Sword, basé qui est basé sur la saga d'Elric, voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que en revenant à House of Dragon, en fait, je me suis fait une réflexion. C'est que je suis pas, je pense que ça va faire hurler, chez les fans du Doctor Who. Je suis pas ultra fan de Matt Smith dans House of Dragon. Il y a des moments où je le trouve super et puis des moments où je me dis: «Mais, ouais, ça colle pas». Mais par contre, il ferait un super Elric le nécromancien, je trouve. Oui. Il serait génial là-dedans. Et puis c'est un bon objectivement, c'est un bon comédien. Moi, je trouve que ça, voilà, ça fonctionne pas trop dans House of Dragon, mais ouais, il ferait un super Elric, en fait. Il a le physique, enfin il a le visage pour ça, je trouve. Et puis le talent de comédien, évidemment. Justement, tu parles d'Elric, alors je sais pas si ça sera ça ton conseil lecture ou visionnage, mais voilà, est-ce que tu aurais un conseil lecture visionnage? Que ce soit actuel ou vieux, que ce soit livre, Alors, série, ouais. film, album? Alors Chao, j'en ai à ton Je avis? sais pas.
J'en ai Oui, plusieurs. ah oui, tu as plusieurs recommandations. Alors, on va se limiter à allez, Oui, oui, deux. Deux. je vais pas faire une liste énorme, mais je t'ai fait avec des thématiques. Comme ça, D'accord. on va passer ça en vue rapidement. En bouquin classique, ma reco, c'est Le Comte de Monte Cristo Ouais. d'Alexandre Dumas, qui est vraiment voilà, le personnage romantique pour moi par excellence. Alexandre Dumas est mon auteur français francophone préféré. Donc voilà, superbe bouquin voilà, qui tord l'histoire dans tous les sens, mais ça, c'est pas grave. L'aventure et l'arc du Comte de Monte Cristo sont incroyables. En livre audio, je vous recommande 20 milieux sous les Mhm. mers de Jules Verne, qui est génial, qu'on trouve très facilement sur le site Ouais, qui est littératureaudio.com. gratuit, je crois. C'est libre droit. Ouais. Ouais, voilà, qui est gratuit, légal, libre de droit, et vraiment l'adaptation de 20 milieux, enfin la lecture de 20 milieux sous les mers de Jules Verne est vraiment tip top. En jeu vidéo, je vous conseillerais de jouer à Dark Souls 1 et 2, qui ont des... Pas tellement C'est pour... très romantique. Ouais, pour le coup, c'est ultra romantique. Les univers, en tous les cas, dans lesquels on évolue, les paysages sont ultra romantiques. Pour moi, c'est de la fantasy avec un grand F. Et d'ailleurs, dans Dark Souls 2, vous croiserez un personnage, en fait, qui... Alors, je sais pas si Dark Souls 2 est arrivé avant la série du Trône de Fer ou pas, je sais plus. Mais il y a un personnage qui a une armure qui ressemble énormément à l'armure de cuir que porte Jon Snow, donc commandant de la garde. Et c'est assez troublant. Ah, il y a quand même des grands parallèles parce qu'il ne faut pas oublier que Martin a quand même œuvré, même si c'est pas aussi important qu'on pouvait le penser, mais il a quand même œuvré au lore de Elden Ring quand même. Ouais, tout à fait. Elden Ring, auquel je suis en train de jouer en ce moment, j'ai 113 heures de jeu, je suis pas encore au dernier tiers, je pense que j'en ai encore pour une bonne centaine d'heures. Mais bon, bref, passons. En musique, je vais vous recommander un groupe qui est sans doute assez connu des auditeurs et des auditrices de la garde de nuit, c'est Blind Guardian, avec 2 albums qui font un petit peu fait Seasons, en fait, c'est de mêler en fait de l'imaginaire et du récit à la musique sur 2 albums principalement. Nightfall in Middle-earth, qui est basé sur le Silmarillion et qui comporte en fait des interventions parlées de comédiens Mhm. pour vraiment nous mettre dans le récit. C'est vraiment un de leurs tout meilleurs albums. Et puis, ils ont sorti un album symphonique il y a quelques années qui s'appelle Legacy of the Darklands, qui est basé sur Solomon Kane, qui est un héros de Robert E. Howard. Et là, voilà, c'est un album uniquement symphonique, pareil, avec des passages narratifs. Donc, c'est vraiment, moi, la synthèse parfaite de ce que j'aime produire en musique. Voilà pour mes recommandations. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, t'inquiète pas. Niveau actualité, tu m'avais parlé la dernière fois que tu devais te produire à Tours, C'est ça. mais je pense que quand même l'épisode sortira fin juin, donc c'est On sera c'est encore, au on 19 sera juin. encore dans les clous. Ce sera encore les clous, ouais, donc Ouais. Donc en termes d'actu, la dernière sortie en date de Seasons, c'est Jenny des Vieilles Pierres, et évidemment, que vous pouvez retrouver sur notre flux podcast. Vous vous retrouvez très facilement. On a fait un travail de référencement récemment, donc vous tapez Seasons Novel dans Google, SEASONSNOVEL, et ça vous renverra vers notre site officiel. On est dispo sur Spotify, Deezer, PodCloud, notre hébergeur, qu'on embrasse au passage. On est aussi partenaire un peu avec les copains de Bad Geek à Podren, qui nous permettent de venir sur scène parfois. Et puis effectivement, il y a le Japan Tour Festival. Merci Adèle qui nous a dégoté cette belle date. Donc nous, on y sera le 1er juillet et on jouera sur la grande scène entre 11h15 et midi et quart. Sur la grande scène donc, du Japan Tour Festival le samedi 1er juillet. Voilà pour les actus. Et puis on a un gros projet en préparation, mais comme c'est un gros projet et qui va nous prendre beaucoup de temps, j'en parlerai pas ici. Mais la production de Seasons va être beaucoup plus calme dans les mois qui vont venir parce qu'on travaille sur une série complète et forcément ça nous demande du temps. Ouais, voilà. Mais par contre, on essaiera de se déplacer en concert et en convention pour aller à la rencontre des gens. Il y a une petite chose dont j'ai oublié de parler, peut rentrer dans les recos de livres. C'est si vous avez aimé Le Trône de Fer, moi je vous recommande de lire Les Rois Maudits de Maurice Druon.
C'est en fait, c'est top. C'est top. Et j'en dirai pas plus. Lisez Les Rois Maudits. Je ne vous divulgage absolument rien. C'est superbe. C'est une référence niveau littérature. Je pense même pour l'auteur lui-même. J'en parle pas plus pour laisser les lecteurs. Nous acheminons vers la fin de l'épisode. Alors, j'invite évidemment tout le monde à écouter tes productions que tu as citées, et puis aller si vous êtes Tourangeau ou vous habitez dans le centre de la France, aller à Tours, au Japan Tour. Voilà, vous enfourchez votre meilleur cheval. Vous prenez la diligence, n'hésitez pas. De toute façon, je mettrai tous les liens dans l'article de la Garde de Nuit. Donc, chers auditeurs, c'est avec cet épisode que la saison de la Gardez-vous et des 2 autres formats se finit. Mais ne vous inquiétez pas, avec les Martins à la plage, la Garde de Nuit vous accompagnera tout l'été. Et je vous invite à nous retrouver en septembre pour la saison 4. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous au flux, abonnez-vous à notre invité, donnez vos avis sur l'émission, que ce soit pas Corbeau ou sur les applis de podcast, ou même sur YouTube. L'épisode sera également sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à écouter, réécouter des épisodes précédents et suivants, que ce soit de ce format-là ou des 2 autres formats. Pour finir, comme on l'a déjà commencé à l'annoncer, on va finir par une note musicale et on va pouvoir écouter la version complète donc, de l'interprétation de Season Novel de Jenny des Vieilles Pierres. Donc avec comme participants toi, Alex, mais également Tulki, Adélix et Lisa, ta fille. Tu as gentiment accepté qu'on les diffuse et comme ça on va pouvoir l'écouter complètement, mais même si vous l'écoutez ici, vous pouvez très bien l'écouter sur le flux et surtout écouter les autres productions que tu as faites. Encore merci à toi, Ego. Merci beaucoup, Chao. Merci pour ce temps passé ensemble. Ça a été vraiment un grand, grand plaisir de discuter avec toi ce soir. Merci encore. Le plaisir est partagé. Au revoir et puis à bientôt, chers auditeurs. À bientôt. Maman, tu veux bien me raconter une histoire? Oui, l'histoire de Jenny. Elle est triste, cette histoire. Mais non, Jenny a beaucoup d'amis. Mais ce sont des fantômes. C'est quand même ses amis. Chut, allons. Mettez-vous au lit et tâchez de vous calmer. Même le trône de fer ne put détourner le prince Duncan de Père-Dragon de son attachement pour Jenny. Il renonça au pouvoir et s'opposa à son père, Aegon V, dit l'invraisemblable. Jenny portait toujours des fleurs dans ses cheveux, ce qui ravissait le prince des libellules. Leur amour dura longtemps et inspira de nombreux bardes et les plus belles chansons des 7 couronnes. Qui sait ce que sa douceur rêveuse aurait apporté à la lignée des Targaryens? Bien plus tard, on raconte que Jenny vécut seule dans une forteresse plus ancienne que le temps lui-même. Sous les voûtes séculaires des salles où avaient trôné des rois aujourd'hui disparus, elle dansait avec ses fantômes. Avec ceux qu'elle avait trouvés, ceux qu'elle avait perdus et ceux qui l'avaient profondément aimée. Certains reposaient depuis si longtemps dans les cryptes qu'elle ne se souvenait même plus de leur nom. Ils la faisaient tournoyer, ses pieds effleurant à peine le sol pavé de vieilles pierres rebattues par la pluie. Dans ce tourbillon, sa tristesse et sa douleur s'évanouissaient. Et elle ne voulait plus jamais quitter ses chers esprits. Ils dansaient jour et nuit. Ils dansaient sous la neige qui balayait les salles du château. De l'hiver à l'été, puis de l'été à l'hiver, jusqu'à ce que les murs de la citadelle
tombent en poussière. Jamais la danse ne cessa. Jamais Jenny des vieilles pierres ne les quitta. Jenny des vieilles pierres, un épisode hors série proposé par Seasons, inspiré par les écrits de George Martin. Narration, Tuki, Adélix et Lisa. Musique additionnelle, A Mother's Sacrifice par Duong Tai. Effets sonores, freesound.org. Musique du générique, Jenny of Allstone par Ramin Djawadi, Daniel Weiss, Daniel Benioff et George Martin. Retrouvez notre univers sur www.seasonsnovel.com. In the house of a king Suaka, Jenny would dance with the ghosts. The ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most. The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember the names. They spun around on the damp old stones, spun away her sorrow and pain. And she never wanted to leave, never wanted to leave.